Bonsoir, soyez les bienvenus à notre webinaire de ce jour. Aujourd'hui, nous traiterons de politique industrielle et des conséquences de choix financiers destructeurs sur cette politique industrielle. Donc, le cas de l'entreprise de Luxfer. Donc, webinaire sur Luxfer, un choix financier qui met des vies en danger. Quelle politique industrielle pour éviter que cela ne recommence? Avec Axel Peronsic, qui est délégué des personnels de Luxfer Gerza et qui est membre de la CGT. Donc, l'entreprise Luxfer est une entreprise de haute technologie qui produisait des bouteilles d'oxygène métallique ou carbone, ainsi que d'autres éléments technologiques dont M. Peronsic nous donnera des précisions. C'est une entreprise industrielle qui était rentable et qui, pour des raisons financières, a été fermée par sa direction. Donc, en fait, le consortium Luxfer détenait un quasi-monopole international et pour augmenter sa rentabilité, a décidé de fermer l'entreprise en mai 2019 afin de se concentrer sur des produits de moins bonne qualité tout en augmentant le prix. Voilà. Donc, depuis mai, les salariés sont mobilisés pour protéger leur outil industriel, puisque le consortium Luxfer avait décidé de démonter les machines. Et à partir du mois de janvier 2020, il y a une occupation plus importante. Je vais donner la parole à… Oui, pardon, avant de donner la parole à M. Peronsic. Il faut rappeler que les salariés ont écrit au président de la République et que le gouvernement n'a rien fait dans le sens d'une reprise de l'activité, alors que nous sommes dans une période de manque de matériel respiratoire et de réanimation. Je donne la parole à Monsieur Peronsic. Vous avez la parole. Bonjour, donc je suis Axel Peronsic, donc je suis délégué du personnel des anciens salariés de Luxfer. Donc Luxfer, c'est une entreprise basée à Jarza, à côté de Clermont-Ferrand, qui produisait des bouteilles de gaz haute pression. Donc elle a été fondée en 1939 par un consortium d'industriels pour à la base fabriquer des douilles d'obus pour la guerre. Elle a été réquisitionnée par les Allemands et elle a un certain côté historique puisqu'on peut encore voir les dômes anti-bombardement et les passerelles où les nazis surveillaient les ouvriers avec quelques plaques commémoratives. On a été repris en 1960 par Péchinet, avec toute l'histoire de Péchinet qui s'en est suivie, avec sa nationalisation en 82, les histoires de délit d'initié en 1988 et sa privatisation en 95, pour finalement être revendu avec toutes les autres boîtes Péchinet lors du début de l'éclatement de ce groupe. On a été revendu au groupe Luxfer, une ancienne filiale d'Alcan. Et s'en est suivi tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'en 2012, on est rentré en bourse et les financiers ont mis la main sur notre entreprise. Et ça a amené à des coupes des investissements, arrêt d'entretien des machines, coupe sur le personnel, pour finir le 26 novembre 2018 à l'annonce d'un plan de licenciement. Un plan de licenciement qu'ils appellent un PSE, c'est-à-dire un plan de sauvegarde de l'emploi, puisque maintenant on change les termes pour que ça ait l'air moins méchant. Et un plan de licenciement s'appelle maintenant un plan de sauvegarde de l'emploi. Donc, depuis ce jour-là, on est mobilisé pour essayer de sauver notre entreprise. On a utilisé tout un tas de moyens. On a d'abord fait une contre-proposition à notre direction pour leur montrer qu'avec le budget qu'ils avaient mis pour fermer l'entreprise, s'ils la mettaient en investissement dans l'entreprise, on pouvait gagner plus d'argent qu'en la fermant. Et ils ont avoué que c'était intéressant, mais que c'était sûrement une meilleure solution, mais étant donné qu'ils avaient fait des annonces en bourse, ils nous foutraient quand même dehors. Donc derrière, on était parti à la recherche d'un repreneur qu'on avait trouvé, qui malheureusement s'est effondré à quelques jours de notre reprise.
Puis on a décidé d'essayer de reprendre nous-mêmes l'entreprise en coopérative. Et à partir de ce moment-là, on avait commencé à protéger l'entreprise. Donc après le licenciement des salariés qui ont eu lieu au début juin. Et notre projet de coopérative, malgré qu'on avait déjà des financements, il avait déjà été présenté aux collectivités, il avait reçu un bon accueil, a été retoqué par notre direction en décembre 2020 pour que en décembre 2019 et en janvier 2020, ils sont venus avec des bulldozers pour essayer de casser notre outil de travail pour empêcher toute possibilité de reprise de l'entreprise. Et s'en est suivi 53 jours d'occupation de site, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des barricades et des petits lits de camp de fortune pour empêcher la destruction de notre outil de travail jusqu'à l'annonce du confinement. Et c'est à l'annonce du confinement aux prémices du Covid, qu'on s'est rendu compte que nos produits étaient utilisés pour soigner, du moins pour contenir l'oxygène qui sert à soigner les symptômes du Covid-19. Et on a décidé de commencer à alerter le gouvernement qui nous a dit au départ qu'il n'y avait pas de problème, sauf que plus tard, des problèmes, il y en a eu. Il y a plusieurs mesures qui ont été prises en France justement parce qu'il y a des difficultés d'approvisionnement et il y a des pays qui ont eu des véritables pénuries comme l'Italie. Et depuis, on demande un moyen de sauver notre entreprise, notamment par le biais d'une nationalisation qui est toujours à l'heure actuelle refusée. Alors, pour comprendre pourquoi on ferme, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, et pour tout vous dire, moi non plus, j'ai mis longtemps avant de comprendre la raison pour laquelle on était mis dehors, puisque ça peut paraître bizarre quand un groupe ferme sa deuxième usine la plus rentable, que vous avez des bénéfices en augmentation, plus 55% de bénéfices l'année du plan de licenciement, un carnet de commandes qui est plein, des marchés qui sont en augmentation, même avant le Covid-19, celle qui a le centre de recherche et développement et les produits les plus innovants au monde. Ça peut paraître bizarre qu'une entreprise décide de fermer, un groupe décide de fermer cette entreprise, mais en fait, c'est pour une raison qui est assez tordue. C'est que le groupe Luxfer, qui est en position de monopole, c'est-à-dire qu'ils ont quasiment tout le marché mondial. Pour vous dire, Luxfer, c'est 238 millions d'euros de chiffre d'affaires sur la bouteille de gaz et son principal concurrent, c'est des Turcs MES qui font 44 millions de chiffre d'affaires. Donc on voit bien qu'ils sont en véritable position dominante. Et ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de supprimer les produits innovants, supprimer le centre de recherche et développement, fermer l'usine Luxfer, sans forcément délocaliser nos produits, mais en les supprimant simplement. Pour que quand les clients en ont toujours besoin, donc il faut qu'ils trouvent un produit de substitution, et celui qui fait le produit de substitution, c'est d'autres usines Luxfer qui font du plus bas de gamme. Et donc, ils ont dû se retourner vers Luxfer, qui leur a vendu du coup de la moins bonne qualité, qui coûte forcément moins cher à fabriquer. Et ils en ont profité pour augmenter leur prix. Alors, c'est totalement vérifiable. Vous pouvez vérifier sur les comptes, vu qu'ils sont en bourse. Côté la bourse de New York, vous pouvez vérifier les comptes et vous pouvez vous rendre compte que les seules mesures qu'ils ont prises pour augmenter leur profitabilité, c'est augmenter les prix. Donc, on baisse le coût de fabrication, on augmente les prix. Voilà maintenant comment on augmente ses marges une fois qu'on est en position dominante sur le marché. Plus d'innovation, plus de recherche. Et on peut d'autant plus s'en rendre compte puisque Luxfer a publié ses comptes de résultats en bourse il y a 2 semaines, où ils annoncent qu'ils vont ils ont encore augmenté les prix. Ils vont encore restructurer, pas par de l'investissement machine, puisqu'ils prévoient, pour gagner des profits, d'arrêter d'investir, d'optimiser le personnel, et on sait tout ce que ça veut dire, des nouveaux plans de licenciement, et de réduire les frais d'entretien des machines. Donc autant vous dire qu'aujourd'hui, on est en pleine crise du Covid-19, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Il y a quand même de nombreux problèmes liés aux bouteilles d'oxygène dans de nombreux pays qui dépendaient de notre usine. Et aujourd'hui, la seule personne de qui on dépend, elle a encore ce genre de stratégie. Et elle n'a aucun problème à s'en vanter en bourse, de créer volontairement des pénuries en plein milieu d'une crise sanitaire pour s'amuser à faire flamber les prix et puis s'en vanter auprès de ses actionnaires devant tout le monde. Et au passage, se verser 3,4 millions d'euros
de dividendes et augmenter le salaire du PDG par 6. Voilà, passer de 1 million d'euros à 6 millions d'euros. Donc voilà les stratégies financières de notre groupe qui ont entraîné notre fermeture. Et ça explique aussi bien des choses, puisqu'aujourd'hui, la raison pour laquelle on ne peut pas sauver notre entreprise, pourquoi on ne peut pas la reprendre, pourquoi un repreneur ou une coopérative ne peut pas venir, bah, c'est justement parce qu'on était une entreprise rentable, qui n'avait pas de dette. Et quand vous n'avez pas de dette, vous ne passez pas au tribunal de commerce, donc c'est toujours votre direction qui a la main sur l'entreprise. Et pour être sûr de continuer à garder la main, ils ont réinjecté 14 millions d'euros dans une boîte vide, sans salariés, pour être sûr de garder la main sur l'entreprise et ne pas avoir à trouver un repreneur ou aider à notre coopérative. Pour la simple et bonne raison qu'ils veulent garder leur position dominante et que l'arrivée sur le marché de notre entreprise, ben, ça créerait un concurrent et ça foutrait en l'air la totalité de leur grand projet. Donc voilà, pour expliquer en gros les raisons pour lesquelles on a fermé notre entreprise et les raisons pour lesquelles aujourd'hui, il y a de grosses problématiques sur le marché. Alors, il y en a beaucoup au gouvernement, ils se sont vantés nos produits n'étaient pas forcément utilisés ou qu'il n'y avait pas de problème, qu'il y avait des stocks. Donc, ils ont sorti des chiffres de 220 000 bouteilles en stock en France. Faut savoir qu'en 2008, il y avait 450 000 bouteilles et que ces 220 000 bouteilles, aujourd'hui, les bouteilles, elles ne sont pas apparues par miracle parce qu'il y a le Covid-19, il y avait des gens qui les utilisaient avant parce qu'ils avaient des problèmes respiratoires, et il y en a de plus en plus. Donc la première chose, c'est faux. On était déjà à flux tendu avant le Covid-19. Et les syndicats patronaux avec le ministère de l'économie, dans les ministères de la transition écologique et solidaire, donc les syndicats patronaux du gaz qui sont la FGC et le IGA pour l'Europe, ont pris la décision de mettre des dérogations au contrôle des bouteilles. Il faut savoir qu'une bouteille à haute pression, c'est quand même une mini-bombe. Hein. C'est-à-dire qu'on renvoie des bouteilles sur le marché qui sont usagées et qui ne sont pas forcément recontrôlées en totalité. La deuxième mesure, c'est d'envoyer massivement des bouteilles en acier sur le marché. Mais il y a une raison pour laquelle on utilise des bouteilles en aluminium pour l'oxygène, c'est que l'oxygène, ça corrode l'acier et qu'il y a des particules de rouille qui finissent par partir et polluer l'air des gens qui le respirent. Donc, pour soigner des malades, on envoie des particules de rouille. Mais il continue à dire qu'il n'y a pas de problème en France, alors même qu'on est quand même un pays limitrophe à l'Italie et que le stock, il est fourni à l'Europe entière. Et aujourd'hui, comment on peut dire qu'on n'a pas de problème quand même en Angleterre, ils en ont, alors que c'est de là maintenant que viennent quand même les bouteilles. Et en Italie, ils ont des problèmes aussi, en Belgique aussi. Mais en France, je ne vois pas comment on peut faire exception alors qu'on partage le même stock. Il faut savoir quand même qu'en Angleterre, pour éviter avoir à passer sur les bouteilles parce qu'ils ont des difficultés d'approvisionnement, ils ont saturé leur réseau d'oxygène dans les hôpitaux de Londres jusqu'à ce qu'ils finissent par tomber en panne et qu'il n'y ait plus du tout d'approvisionnement dans l'hôpital, dans les hôpitaux de Londres. Donc, pour faire un peu le point sur la réalité des problématiques des bouteilles d'oxygène et la crise sanitaire du Covid-19. Et pourtant, notre entreprise reste encore à l'arrêt. Il faut savoir qu'on avait déjà alerté avant. Hein. Ça fait plus de 6 mois qu'on a compris leur stratégie et qu'on alerte sur les possibles difficultés d'approvisionnement. Que ça soit d'ailleurs sur les bouteilles médicales, qui sont une partie de notre activité. On alertait déjà aussi, puisque la deuxième grosse partie de notre activité, ce sont ce qu'on appelle les aéries des pompiers. Donc les appareils respiratoires isolants, c'est les bouteilles qu'ils ont dans le dos pour intervenir dans les feux. Et on se rappelle tous les gros incendies qu'il y a eu en Australie, au Brésil. Et il faut savoir qu'un des plus gros approvisionneurs de ces équipements de pompiers, c'était aussi notre entreprise. Donc il n'y a pas que sur le médical qu'ils ont posé problème. Le gaz industriel, c'est la même chose. Donc on en parle moins parce que c'est moins l'actualité, mais il ne crée pas que des problèmes aujourd'hui dans le corps médical. Il pose des problèmes dans la sécurité des gens avec les pompiers, dans les secteurs industriels qui utilisent du gaz. Donc voilà un peu l'histoire de notre fermeture. Je vous remercie. Est-ce que vous pourriez
nous donner quelques précisions sur ce que vous avez indiqué sur le fait que comme l'entreprise n'était pas en dette, n'avait pas de dette, donc elle ne passait pas devant le tribunal de commerce et que le consortium avait créé ce que vous appelez une boîte vide de 14 millions d'euros pour éviter justement qu'une reprise ne soit possible. Parce qu'en fait, on assiste non seulement à un choix financier qui prime sur une réalité industrielle, mais plus encore à un sabotage volontaire d'un outil industriel. C'est ça. Alors, en fait, quand vous n'avez pas de dette, parce que beaucoup de gens pensent que les plans de licenciement, les fermetures, il y a ce qu'on appelle des redressements judiciaires, et s'il n'y a pas de reprise, une liquidation judiciaire. Quand une entreprise a des dettes, eh ben, elle finit par faire une demande, ou quelqu'un fait une demande à sa place de ce qu'on appelle une demande de cessation des paiements, et au tribunal de commerce. Et il y a un mandataire qui est mandaté pour regarder les actifs et voir comment il peut rembourser ses dettes. Les dettes auprès des banques, les dettes auprès des fournisseurs, auprès des clients. Donc, il regarde 3 critères. Il va regarder le nombre de salariés repris, le projet industriel et comment rembourser ses dettes. Sauf que quand vous fermez une boîte qui est bénéficiaire, elle n'a pas de dette. Donc, vous ne pouvez pas faire de demande de cessation des paiements. Alors, ce n'est pas l'intérêt de notre patron, donc il ne va pas le faire, mais on pourrait le faire nous, ou il pourrait y avoir quelqu'un d'extérieur qui pourrait le faire. Donc vous ne pouvez pas passer au tribunal de commerce. Sauf que il y a un petit décalage entre le moment où vous avez votre chiffre d'affaires, le moment où la boîte s'arrête, et le moment où il faut payer les indemnités de licenciement des gars. Et à ce moment-là, vous n'avez plus de chiffre d'affaires, par contre, vous avez des dépenses. Donc, au bout d'un moment, vous allez entraîner, même si la boîte était bénéficiaire, du fait de payer les indemnités de licenciement. On ne vous entend si vous passez, si vos dettes sont supérieures. On ne vous entend plus. Comment je peux faire? Ah, c'est bon, là, on vous entend à nouveau. Là, c'est bon. Donc, je ne sais plus où j'en étais. À partir du moment où il n'y a pas de rentrée et où il faut payer les indemnités de licenciement, on arrive à une situation déficitaire. C'est ça. Et donc, si une situation déficitaire et que les pertes sont supérieures à la moitié du capital social, nous, on aurait pu faire une demande de cessation des paiements et avoir la main et donner la main au tribunal de commerce. Et pour éviter ça, l'entreprise a réinjecté 14 millions d'euros dans notre entreprise qui n'a plus de salariés, mais qui n'est pas fermée. Il faut savoir qu'elle n'est pas fermée. Elle existe sans salariés, mais elle n'est pas fermée. Et il y a 14 millions d'euros de plus au capital social, qui était de 1,6 million, donc 15 et quelques millions d'euros au capital social d'une boîte vide pour être sûr que le tribunal de commerce ne puisse pas mettre la main dessus. Et existerait-il des moyens autres que par le tribunal de commerce pour provoquer une reprise? Eh bien, la grosse problématique, si vous voulez, c'est toutes les lois qui ont été mises en place. Et je ne parle pas forcément que de ce gouvernement, même s'il a quand même bien contribué. Ça fait un moment, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de quoi arrêter un patron directement dans ce genre de pratique. C'est-à-dire que ce qu'il fait, ce n'est pas légal. Il faut savoir que ce n'est pas légal. Par contre, on a mis des mesures pour que, même si ce n'est pas légal, on ne peut pas l'arrêter tout de suite. Donc, par exemple, on peut faire, parce que ce qu'ils font avec avec le marché de la bouteille, c'est illégal. Ça s'appelle un abus de position dominante. Donc, il y a une procédure qui a été lancée à la Direction générale de la concurrence au niveau européen, mais cette procédure, elle prend très longtemps. Donc, on nous dira sûrement dans 3-4 ans, oui, ils n'avaient pas le droit, ils vont leur remettre une amende, mais la boîte, elle sera fermée. Licencier les gens comme ils ont fait chez nous, c'est illégal, mais il faut savoir qu'un inspecteur du travail, maintenant, il ne juge plus le motif économique. Donc, quand un patron vient présenter son plan de licenciement, il va arriver, il va dire, voilà, j'ai mon plan de licenciement, je vais en virer 136, j'ai aucune raison de le faire, mais je vais le faire quand même. Et l'inspection du travail n'a plus mandat pour regarder le motif économique. Donc, on va juste regarder si on vous a remis les papiers en temps et en heure, et on vire tout le monde. Et dans 2 ou 3 ans, au prud'homme, on nous dira vous n'avez pas le droit de vous licencier, mais on ne peut pas vous réintégrer, la boîte a fermé, donc on va vous donner un préjudice, mais en plus, les ordonnances Macron l'ont plafonné, pour être sûr que ça ne coûte pas trop cher aux entreprises qui font ça.
Donc aujourd'hui, il y a des procédures qui existent parce que ce qu'ils font, c'est illégal. Mais c'est qu'a posteriori. C'est pour ça qu'on demandait notre nationalisation d'ailleurs, parce que la nationalisation, c'est un moyen de réagir. Une réquisition aussi, une réquisition qui peut mener aussi à une nationalisation derrière. C'est aussi pour ça qu'on le demandait. Notre entreprise, elle est quand même pile dans l'allocution de M. Macron du 12 mars, qui disait qu'il y a des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché, et notamment placer sa sécurité et sa santé aux mains de la finance, ça serait une folie. Et nous, on est équipementier pour la santé, équipementier pour la sécurité. Donc, c'est pour ça qu'on demande notre nationalisation. Et on se rappelle aussi toute la vague d'investissement qu'on avait eu droit et comment notre boîte était repartie à l'époque où on avait été nationalisé de 82 à 95. Moi, je n'y ai pas connu, mais mes collègues l'ont connu. Et si on regarde l'historique de notre entreprise et tout ce que ça a amené, tout ce qui est aujourd'hui utilisé dans les hautes technologies de fabrication de contenants de gaz, ça a été financé par l'État français à cette époque-là. Et on est assis sur nos acquis depuis 25 ans, 30 ans. Par rapport à ce qui avait été à l'époque péchiné, nationalisé, en tout cas chez nous. Et pour nous, c'est la solution pour sauver notre entreprise rapidement. Après, le gouvernement a fait le choix d'aller négocier avec le groupe Luxfer pour ne pas avoir à nationaliser ni à réquisitionner et pour essayer de régler ça. De régler ça avec eux. C'est-à-dire qu'ils finissent par accepter de vendre et que ça soit mis à la disposition d'un repreneur industriel pour une relance. Donc, il y a des choses qui sont en cours. On va voir où est-ce que ça mène. Je croise les doigts parce que ça fait quand même 18 mois que notre histoire elle dure et que le groupe Luxfer s'amuse à faire ça. Et j'ose espérer que ça commence à servir à tout le monde. Les exemples que sont par exemple notre usine ou l'usine de masques de Plaintel pour essayer de faire cesser ce genre de pratiques qui malheureusement datent de bien plus longtemps que ce gouvernement et qui ont juste été encore plus facilitées et qui touchent de nombreuses entreprises actuellement. Parce qu'il ne faut pas croire qu'on est une exception. On est nombreux à vivre la même chose. Oui, en effet, la non-vérification du motif économique lors du licenciement, de mémoire, c'est une des conséquences des lois de travail du gouvernement précédent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, de votre point de vue, la réquisition permettrait d'éviter la fermeture définitive de l'entreprise ? Pour moi, la réquisition, ce n'est pas une fin en soi, puisque une réquisition, vous reprenez l'entreprise à l'actionnaire, vous devez déjà lui verser une somme. Alors, ça serait quand même terrible de verser une somme alors que ceux qui mettent tout le monde, c'est le groupe Luxfer. Mais une réquisition, ça permet déjà de relancer la machine. Et qui peut permettre déjà de laisser le temps derrière, déjà de reprendre la main sur l'entreprise, même si c'est ponctuel, pour permettre de laisser le temps à faire voter une nationalisation qui peut prendre un peu de temps quand même. Oui. Alors, on a un commentaire. Bonsoir, bravo pour votre lutte, c'est déjà ça. En termes de nationalisation, en fait, vous l'avez rappelé, Luxfer a racheté une entreprise qui avait été nationalisée, péchinée, et qui a été privatisée. Et vous nous dites que la nationalisation est une solution à la situation actuelle dans laquelle se trouve l'entreprise. Mais quel type de nationalisation proposez-vous pour éviter qu'en fait, il y ait une nationalisation et quelques années suivantes, plus tard, elle soit à nouveau privatisée, puisqu'en fait, la nationalisation n'empêche pas la composition du ministère des Finances et des logiques justement selon lesquelles le privé serait plus efficace que le public. Ce que bien évidemment je conteste, mais qui est quand même la doxa du ministère des Finances. C'est totalement ça, parce que leur discours, c'est l'État n'a pas vocation à gérer des entreprises. Mais ce qui est marrant, c'est qu'à l'État, on a placé que des financiers et à la tête des entreprises, on a placé que des financiers. Donc en réalité, c'est les mêmes qui gèrent les entreprises et qui gèrent l'État. Donc j'ai toujours trouvé ça assez marrant comme réponse.
Ouais, une nationalisation pour éviter, ouais, nous on sait de l'historique de notre entreprise que ce qui s'est passé, hein, des délits d'initiés, puis fragilisation du groupe, réinvestissement massif avec l'argent du public pour ensuite faire une fleur en le vendant au privé à moindre coût. C'est sûr que c'est une problématique. Moi, déjà, pour moi, l'entreprise a totalement vocation à gérer des entreprises stratégiques et à les placer en dehors des lois des marchés. Parce que je ne vois pas comment ils peuvent tenir le discours de dire je veux placer des entreprises en dehors des lois des marchés et les laisser au privé. Ce qu'il faudrait, mais même au-delà une solution, moi, pour moi, qui serait importante et qui serait même au-delà des entreprises nationales, ce serait surtout que les salariés aient un droit de regard et un droit de vote sur les stratégies des entreprises. Que ça soit au niveau national, qui permettrait du coup d'éviter une privatisation frauduleuse, on va dire, parce qu'on sait très bien comment ça se passe, les gouvernements changent et les idéologies aussi. Mais dans le privé, ça peut être pareil. D'avoir un collectif qui puisse avoir un droit de regard. Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes dans les syndicats, dans une entreprise, en tout cas délégué du personnel, vous avez un droit de regard sur beaucoup de choses, mais pas sur votre stratégie d'entreprise. Du moins, vous n'avez pas votre droit de parole. On a le droit de vous la présenter, de vous faire un bel enrobage, de vous mentir, mais on ne vous dira jamais la stratégie de l'entreprise ou du groupe. Et je pense que c'est important quand même, et ça permettrait de régler beaucoup de situations, d'avoir des comités qui puissent avoir le droit d'avoir un droit de regard. Un comité paritaire, hein, sans forcément que les syndicats salariés, patronaux, les collectivités, l'État, puisque toutes ces personnes sont impactées par ces stratégies d'entreprise. Donc ça marche pour le privé, mais ça marche du coup aussi pour le public, enfin pour moi. Est-ce que vous pouvez nous indiquer quelle est la situation actuelle des salariés, de la lutte et de l'entreprise? Ouais, alors c'est malheureusement assez catastrophique puisque la plupart de mes collègues ont été licenciés il y a bientôt un an, enfin 11 mois exactement. Au bout de 11 mois, sur 136 personnes, on a 19 personnes qui ont retrouvé un CDI, dont la plupart, une bonne partie dans l'aéronautique, ce qui est un peu inquiétant puisque vous n'êtes pas sans savoir les conséquences de la crise du Covid sur l'aéronautique. Et nous, le bassin clermontois, on a un gros bassin aéronautique. On a 12 personnes qui sont en contrat précaire, c'est-à-dire CDD ou intérim, qui pour l'instant sont dans l'incertitude de leur prolongement de contrat. Et on a une personne qui est partie en retraite, puisqu'il faut savoir que les pré-retraites ont été supprimés par le gouvernement, je crois que c'était Sarkozy. Il me semble que c'était en 2011 qu'on appelait les FNE. Donc les pré-retraites, quand vous êtes licencié, ça n'existe plus. Donc si vous avez 59 ans, vous devez aller retourner au turbin jusqu'à 62 si vous n'êtes pas en retraite anticipée à 60. Donc aujourd'hui, c'est assez catastrophique. Tout le reste sont au chômage. Il faut savoir une chose, c'est que quand vous êtes licencié économique, on vous propose ce qu'on appelle un CSP, un contrat de sécurisation professionnelle. Et là, c'est fort. On vous propose en gros, vous n'avez pas de carence, vous avez des indemnités chômage un peu supérieures et en contrepartie, vous disparaissez des chiffres du chômage. C'est-à-dire que tous les gens qui vivent des plans de licenciement aujourd'hui, prenez les forks de Blanquefort, et 950 personnes, il n'y en a aucun qui apparaît sur les chiffres du chômage. On est marqué stagiaire de la formation professionnelle, on n'est pas demandeur d'emploi alors qu'on n'est pas obligé de faire de formation. Il faut savoir qu'actuellement, quand on dit les droits chômage sont prolongés, c'est vrai, mais pas pour les CSP. C'est-à-dire que les personnes comme nous, au plan de licenciement, ce n'est pas prolongé. Donc nos droits vont tomber bientôt, là, dans un mois, et ça pose des problèmes puisque les gens qui avaient fait des formations de reconversion, on a 27 personnes qui sont en formation de reconversion. Alors quand on dit formation de reconversion, c'est pas parce que les gars ils ont forcément des grands projets. Il y en a qui ont des projets, mais il y en a d'autres qui ils étaient fiers de leur métier, ils voulaient continuer à exercer ce métier-là. Ils ne trouvaient pas forcément de travail. On les a tous envoyés faire routier. Donc pour vous dire, quand on parle de formation de reconversion, sauf qu'aujourd'hui les formations sont suspendues. Qu'est-ce qui se passe quand les formations sont suspendues et que dans un mois, vous perdez 30% de vos indemnités chômage? La plupart vont arrêter, vont prendre des contrats plus que précaires avec des contrats d'intérim à la semaine, au SMIC, puisque de toute façon, il y a de grandes chances qu'ils passent en dessous du SMIC. Donc la situation est assez catastrophique et au niveau de la mobilisation, on a toujours eu une grosse mobilisation depuis le début, sinon on n'aurait pas réussi à tenir 18 mois. Il faut savoir qu'un plan, c'est cadré, ça doit durer 3 mois normalement pour le nombre d'effectifs qui ont licencié chez nous. Et on a une grosse mobilisation, on a une grosse partie des salariés qui cherchent à revenir dans l'entreprise.
Parce que déjà, ils étaient heureux de travailler avec leurs collègues, il y avait une très bonne ambiance. Ils étaient fiers de leur travail, et ça, je crois que c'est quelque chose qui nous caractérise chez nous, mais qui caractérise aussi beaucoup de personnes dans l'industrie. Les gens sont quand même assez fiers de leur métier, malgré la façon dans laquelle ils sont traités et la non-reconnaissance de leur savoir-faire. Mais il y a une grosse fierté de leur travail. Chez nous, il y a des gars, c'était les seuls au monde à réussir à faire certaines pièces. C'est une certaine fierté. Vous conduisez une presse de 2100 tonnes, vous êtes… c'est de l'art, ce qu'ils font. Voilà. Et donc, ils sont quand même très attachés à leur entreprise, très pressés de retourner travailler. Moi, j'en ai des nombreux qui m'ont dit, moi, nous, on est prêt à aller aussi rendre service à notre pays en faisant tourner cette usine, en produisant des bouteilles pour éviter la catastrophe. Donc, chez nous, les gars sont quand même très attachés. Et pour ajouter une chose, au-delà de la difficulté à trouver un emploi, c'est pour une simple et bonne raison, c'est que les ordonnances Macron, elles n'ont pas inventé un licenciement abusif autorisé, elles l'ont juste facilité, puisqu'ils peuvent le budgétiser et ça ne leur coûte pas trop cher. Et ce que ça a entraîné chez nous, c'était 5 plans de licenciement en même temps dans l'industrie. Sachant qu'il y en avait deux autres pas loin et qu'on se remettait de 3 autres gros plans de licenciement 2 ans avant. Donc, autant vous dire que sur le marché de l'emploi dans l'industrie, sur le bassin clermontois, c'est catastrophique. Donc, pour retrouver un emploi, quand vous êtes 136 par là, 207 par là, 500 par là, ça devient compliqué, parce que de moins en moins de boîtes et de plus en plus de gars qui recherchent du travail, c'est compliqué. Oui, on voit en plus que le gouvernement réagit de manière plus idéologique que pratique, ou dans une logique de trouver des solutions aux pénuries, puisque non seulement le motif économique a été reconnu, mais Madame Pénicaud, ministre du Travail, avait autorisé le licenciement des délégués du personnel, le 13 février 2020, et que là, aujourd'hui, le ministre de la Santé nous a annoncé que nous avions atteint 10 000 lits de réanimation, donc des lits normés avec justement respirateurs, bouteilles d'oxygène et réserves redondantes, et que l'objectif du gouvernement n'était pas de pérenniser ces 10 000 lits de réanimation, mais de le diminuer à 5 000. Voilà. Est-ce qu'on pourrait revenir un peu sur les modalités de nationalisation que vous envisagiez, c'est-à-dire que, est-ce que ce serait plutôt une nationalisation type 1981 avec 100% de l'entreprise, une nationalisation où l'État serait majoritaire, éventuellement une nationalisation territorialisation où éventuellement des collectivités territoriales pourraient entrer au capital? Ça, c'est le premier point. Le second, vous avez parlé de l'absence de participation des salariés à la stratégie industrielle de l'entreprise. Sous quelle forme envisagiez-vous ça? Est-ce que ce serait renforcement des représentants de personnel au conseil d'administration avec voix délibérante, ou bien la mise en place d'une autre structure avec éventuellement droit de veto, comme ça a été proposé dans un ouvrage il y a 2 ans? Selon quelles modalités envisagez-vous ces deux aspects? Alors, à vrai dire, je n'ai pas réfléchi autant dans le détail. Pour la nationalisation, je pense quand même qu'il faut une nationalisation totale à 100%, sans part de personnes comme des collectivités ou des salariés. Ça me paraît ouvrir la porte à ce qui s'est passé justement en 95. Donc, je verrais peut-être plus ça avec une gestion partagée. Concernant alors la deuxième question, c'était sur sur les comités. Est-ce que vous pouvez préciser ce que c'est qu'une gestion partagée pour vous? Une gestion partagée, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que une partie, déjà, que sur la gestion de la stratégie,
il y a des droits justement de regard et surtout des droits, parce qu'un droit de regard, à la limite, on peut s'en foutre s'ils ont tous les droits, mais surtout un droit de vote, un droit de décisionnaire dans la gestion de l'entreprise, quoi. Mmh. J'ai une intervention là sur Facebook. C'est est-ce qu'un projet de reprise de l'entreprise par les salariés soutenu par les collectivités serait possible? Eh bien, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a déjà tenté un projet de coopérative qui avait eu des financements, qui a été soutenu par les collectivités. Et on se heurte à la même problématique puisque une SCOP, hein, une coopérative, elle est soumise aux mêmes lois de la concurrence, aux mêmes lois capitalistes. C'est une SA, une SAS, c'est une entreprise au même titre que n'importe quelle autre entreprise. La différence qui change, c'est la façon dans laquelle est géré le capital. C'est-à-dire qu'il y a minimum 51% des salariés, 51% du capital qui appartient aux salariés, ce qui font qu'ils ont la totale mainmise et que ça empêche les délocalisations. Ils ne peuvent pas revendre avec de la plus-value, ce qui empêche la spéculation sur l'entreprise. Donc, ce qui est gage de pérennité de l'entreprise et avec des obligations de répartition des bénéfices, en partie sur l'investissement, en partie sur les investissements salariés, investissements matériels et une partie qui doit être mise dans la trésorerie. Donc, c'est ces modalités-là que ça change. C'est le mode de gestion de l'entreprise qui change, mais pas le fondement même. C'est une boîte du privé qui est soumise aux mêmes lois de concurrence que du système capitaliste et qui, du coup, nous empêche au même titre de nous positionner comme repreneur que n'importe quel repreneur. Du fait que Luxfer refuse de vendre en appuyant sa position dominante. Mais on a largement travaillé dessus. On avait fait un projet très complet. On avait obtenu plusieurs millions d'euros de subventions. On mettait une partie de notre poche. Hein. On avait négocié des indemnités qu'on était prêt à mettre dedans. Donc, on mettait 500 000 euros de notre poche pour lancer l'entreprise. Et le but était de nous relancer petit à petit. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'une coopérative, ça peut paraître pas forcément solide, mais en réalité, les coopératives cotisent elles-mêmes à des fonds d'investissement qui sont dédiés aux coopératives, ce qui fait que les coopératives fonctionnent entre elles en coopérative, ce qui fait qu'elles gèrent une manne financière qui leur permet de se développer. Donc, on peut croire que ce n'est pas forcément très, très sécurisé, mais en réalité, ça l'est. Même si au départ, il n'y a pas forcément une grosse puissance d'investissement, mais on partage les fonds pour permettre aux coopératives de se développer. Donc nous, c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé. Hein. On a passé plusieurs mois à travailler dessus. Et malheureusement, ça a été refusé catégoriquement par notre direction. Et ce n'était pas beaucoup apprécié aussi de l'État français. Parce qu'une coopérative, ça va pour vendre des livres, pour faire de la permaculture. Mais bon, quand on rentre dans l'industrie du gaz, parce que bon, nous, c'est gaz, aéronautique, armement, hein, ça plaît beaucoup moins. Et puis, vous nous avez expliqué tout à l'heure que de toute manière, la direction actuelle de l'entreprise avait comme objet de fermer l'établissement pour éviter en fait une concurrence interne par la qualité, puisque leur projet financier, c'est de produire des bouteilles de moindre qualité tout en augmentant le coût, le prix à la vente, afin d'avoir des marges plus importantes. Donc en fait, tout ce qui est reprise amiable, en réalité, sera bloqué par la direction actuelle de l'entreprise. C'est ça. Il y a une imposition, il n'y a que par une imposition par l'État, en réalité, que les choses pourraient se dénouer. Alors après, on a des difficultés vis-à-vis de l'Europe, parce que si on nationalise et qu'on dit que c'est un secteur stratégique, on rentre en conflit avec les règles de la concurrence du marché intérieur européen. Du reste, même on a pu voir que l'État, lorsqu'il devait commander des masques ou des produits de première nécessité, faisait des procédures de marché public au niveau européen, avec les délais d'instruction que des appels d'offres au niveau européen imposent, alors que des solutions d'urgence existaient pour justement se départir de ces règles classiques de marché public. Comment vous pensez qu'il serait possible que l'État français, que le Parlement et le gouvernement prennent des décisions qui seraient en fait
contraire à la logique même de la construction de l'Union européenne. C'est toute la problématique de notre dossier depuis 18 mois, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas dans un cadre favorable. Ils ont beau donner des jolis noms comme avant c'était restructuration productive, maintenant ils appellent ça reconquête industrielle. Ils ont beau donner des jolis noms, il n'y a rien qui favorise aujourd'hui la reconquête industrielle, que ce soit en France ou en Europe. La façon dont est fait l'Europe, ça ne favorise pas la reconquête industrielle. Déjà, on se fait de la concurrence entre pays européens, on n'a pas les mêmes salaires, on n'a pas les mêmes. Donc c'est sûr qu'on est dans un cadre assez compliqué quand il s'agit de sauver son entreprise. Sans parler du problème idéologique, juridiquement, c'est déjà compliqué. C'est déjà compliqué. Aujourd'hui, ce qu'il faut réussir moi, après, je pense qu'ils ont quand même les outils. Quand ils ont la volonté de faire, par contre, il faudrait qu'ils s'opposent déjà à leur propre idéologie actuelle, ce qui est compliqué, et à l'idéologie actuelle européenne, quoi. Alors, j'ai une intervention Facebook. Alors, je vous la lis. La situation semble assez proche de celle de Lipton à Marseille avec la SCOP 1336. Lipton ne voulait pas non plus de concurrents sur son segment et 1336 a réussi. Alors, ça, ce n'était pas tout à fait les mêmes lois, puisqu'il y a une chose qui est passée entre-temps, puisque nous, on a une personne de Lipton hein, qui est chez nous, qui a fait les 1336 jours de grève pour sauver l'entreprise. Sauf que déjà, il y a deux problématiques. La première, c'est on ne peut plus faire durer les plans de licenciement comme on le faisait avant. Maintenant, c'est encadré. C'est-à-dire qu'un mois, vous avez tant de salariés, c'est un mois, vous licenciez tant de salariés, c'est 2 mois, vous licenciez tant de salariés, c'est 3 mois. Donc déjà, ce qui permettait de faire durer le plaisir, si on peut être ironique, ça n'existe plus. Alors, il faut savoir que plus on faisait durer, plus ça coûtait cher, plus ça mettait la pression, hein, puisqu'il n'y a que la pression financière qu'ils connaissent. Donc ça, déjà, ça a disparu. Après, il y a aussi en fonction, c'est 1336 jours, on peut le faire aussi si on est soumis, par exemple, si on a plus de 1000 salariés en Europe, on peut être soumis à la loi Florange. À la loi Florange, déjà, ils doivent payer une indemnité de revitalisation. Donc, déjà, ça leur oblige à sortir une somme pour sauver le bassin d'emploi. Donc, déjà, c'est encore un coût financier. En plus de ça, ils sont soumis à une obligation de chercher un repreneur sans obligation de résultat. Bon. Ce qui veut dire qu'il faut qu'ils fassent de l'esbrouf, mais en attendant, ça fait gagner du temps. Et plus vous gagnez du temps, plus ça leur coûte cher, plus vous avez des chances de les faire lâcher. Toutes les lois qui ont été mises en place aujourd'hui, il y a aussi quand même la peur Avant, il y avait la peur de combien allait coûter un plan de licenciement, puisque les gars, quand ils attaquaient, ce n'était pas plafonné. Donc, il y avait tous ces coûts financiers qu'on pouvait rajouter. Et le temps, les coûts financiers et toutes les lois qui ont été mises en place depuis par successivement Sarkozy, Hollande, Macron, elles permettent du coup de baisser les coûts des plans de licenciement, déjà de leur permettre de prévoir combien ça va coûter, le temps que ça va durer. Tout est encadré. Donc aujourd'hui, ce qui s'est passé, bon, chaque histoire est différente, chaque patron est différent aussi, mais aujourd'hui, il n'y a pas les mêmes moyens qu'il y avait à l'époque de Lipton pour se battre contre ça, quoi. Je vous remercie. Une autre question, c'est une question un peu polémique. Gestion partagée, est-ce que c'est une cogestion à l'allemande et est-ce que la CGT y est favorable? Alors, il faudrait peut-être préciser que dans le combat Luxfer, il y a eu un accord syndical entre la CGT et la CFDT. Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors moi je parle pas là au nom de la CGT, hein, je parle en mon nom propre, hein, donc après je sais pas, je vais pas vous mentir, je sais pas s'ils y sont favorables ou non. Je pense qu'il y en a qui y sont favorables dedans, c'est sûr. Après il y en a peut-être qui y sont pas favorables. Donc moi je parle en mon nom propre et on a fait une entente avec la CFDT. Alors je ne vais pas dire on a fait une entente, ça sous-entend qu'on était en désaccord avant. En fait on s'est toujours bien entendu, hein. Là on est au plus bas niveau en dehors des idéologies nationales, hein. Moi après la CFDT profondément nationalement c'est pas ma tasse de thé, hein, l'idéologie, mais par contre, il faut faire quand même la différence entre les historiques des entreprises et les personnes en bas.
Pour moi, mes collègues de la CFDT, c'est des gens qui tiennent largement la route, qui sont des vrais combattants, des vrais guerriers avec des vraies idées. Donc, il n'y a eu aucun problème à travailler ensemble et on travaille toujours ensemble. Bon, je parlais un peu plus dans les médias parce que je suis très bavard. C'est juste pour ça, mais sinon, on est très proches. Ouais. Et ce soir, c'est une qualité d'être bavard. Est-ce que vous avez est-ce que vous avez un comité de soutien ou une caisse de soutien dont on pourrait indiquer le lien ou l'adresse en dessous de notre publication pour aider les salariés, enfin les anciens salariés de Luxfer? Alors nous, pour l'instant, on n'a pas fait de caisse de soutien pour la simple et bonne raison que c'est pour l'instant, nous, on n'a pas des problèmes financiers directement pour l'instant, puisque bon, après les droits au chômage vont tomber, etc. Mais je pense qu'il y a beaucoup aussi d'autres combats avec des gens nous, c'est tombé en même temps. Par exemple, il y avait récemment, avant, avec les retraites et les grèves des cheminots, je pensais que c'était largement plus important de verser de l'argent à des gens qui ont déjà perdu plus de 2 mois de salaire que nous qui touchons encore nos indemnités. Donc, bon, pour l'instant, on n'a pas de cagnotte dans le sens où même si on sent arriver les chutes de la précarité, on a encore des sous qui tombent, quoi. D'accord, bah, c'est tout à fait louable. On a indiqué trois types d'intervenants qui sont la direction de l'entreprise, l'État et les salariés. Vous avez évoqué tout à l'heure qu'il y avait un projet soutenu par des collectivités territoriales, mais est-ce que, en fait, il y a des politiques ou des associations qui ont pris contact avec vous? Quelles sont les actions qui ont été faites pour relayer votre lutte? Et aussi, au-delà de votre lutte, en fait, l'enjeu sanitaire français et européen, puisque Luxfer, vous nous l'avez indiqué, est dans une position de quasi-monopole, sur les risques supplémentaires liés au fait que le gouvernement utilise des anciens stocks et que certains ont été rééprouvés, c'est-à-dire testés à la résistance de la pression, d'autres peut-être pas. Quel est l'environnement associatif ou politique, les contacts qui ont été pris, les actions qui ont été menées à propos de l'entreprise Luxfer? Alors, depuis le début du plan, déjà, on a eu 3 gros soutiens qui sont les députés André Chassaigne et son équipe au PCF, Madame Pires Beaune, qui est PS, la députée de Rion, et on a eu Marianne Maximi, qui est France Insoumise à la métropole de Clermont, à l'opposition, qui ont été quand je dis eux et leur équipe, parce qu'il y a pas mal de gens qui nous ont soutenus, qui sont intervenus déjà médiatiquement, qui nous ont permis d'avoir des relais au niveau de députés européens, par exemple, des interventions à l'Assemblée nationale, des interventions au Sénat, puisqu'après la demande de nationalisation était passée au Sénat, qui a été refusée aussi. Donc on est soutenu aussi par notre métropole. Métropole de Clermont-Ferrand, qui a fait plusieurs courriers d'interpellation. Et puis surtout, ils font un gros travail, puisque ce qui sert, c'est aussi que ça soit médiatisé. Hein. C'est ça qui permet Aujourd'hui, on parle de nous parce que c'est lié à la crise et ils entretiennent bien le niveau médiatique, puisque plus les gens en parlent, plus ils écoutent notre situation, plus les gens ils tombent des nues et ils se rendent compte qu'il y a des situations comme ça paraît aberrant et malheureusement. Et ouais, un relais médiatique et beaucoup d'interventions politiques. On a eu plusieurs propositions aussi de loi sur la nationalisation, des demandes de réquisition. Donc, en tout cas, dans le coin, on va dire que localement, ils ont fait le travail, quoi. D'accord. Question peut-être plus technique. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des brevets, de la propriété intellectuelle? Parce que
Imaginons que l'État nationalise et que, après la nationalisation, il décide, ce qui est encore une autre décision, de réembaucher tous les anciens salariés de Luxfer qui le souhaiteraient. Bon. Est-ce que l'établissement est propriétaire d'un certain nombre de brevets ou est-ce que c'est le consortium qui est propriétaire des brevets? Est-ce qu'il serait possible, ou alors est-ce que la propriété intellectuelle est tombée dans le domaine public, puisque vous parliez de recherche qui avait été financée par des fonds publics de l'époque Péchinet? Voilà. Quel est l'état des brevets, des propriétés intellectuelles qui pourraient être utilisés éventuellement si l'outil était devenu un outil public? Alors, il reste 2 brevets. Tous les autres brevets sont tombés dans le domaine public. D'ailleurs, c'est un problème, ça fait longtemps qu'ils sont dans le domaine public et très peu de monde arrive à recopier. Donc, en réalité, vu que techniquement, c'est très, très compliqué à faire et que pas grand monde y arrive, on n'a pas beaucoup de brevets déposés, même si on en a 2. Un qui sert absolument à rien puisque personne n'arrive plus à le faire. Cette technologie-là. Donc, on était la dernière usine du monde à savoir le faire. Donc, il y a un brevet actuellement qui est déposé et personne qui sait s'en servir. Puis, tous les produits ont été supprimés. Et un deuxième qui sert à faciliter une technique de travail, mais qui n'empêche pas de produire. Donc, en réalité, ce n'est pas un gros problème. Et ce qui est dommage, c'est surtout un des brevets qui est gardé précieusement par Luxfer et qui profitera plus jamais à personne si on n'est pas relancé. Ou même si on est relancé, qui profitera aux gens dans 20 ans, 20 ans, 15 ans, il reste peut-être. Donc, en fait, on pourrait même imaginer une autre solution, plutôt que de nationaliser, c'est de créer un atelier public, donc une entreprise publique ex nihilo qui pourrait, avec les mêmes salariés, et puisque c'est eux qui ont les savoir-faire, lancer une production autonome. Ça n'a pas été envisagé comme hypothèse, et peut-être qu'il y a en fait, ça coûte en termes d'investissement. Ouais, c'est que ça coûte beaucoup trop cher. Aujourd'hui, nous, on a des machines qui sont assez monstrueuses. On ne se rend pas compte, mais pour faire une bouteille, nous, on a une presse qui fait 15 mètres de haut, enfin 15 ou 20 mètres, je crois, dont 5 mètres sous terre, avec des fondations qui vont à 15 mètres de plus en profondeur. On a une usine qui fait 4 hectares et demi. On ne se rend pas compte, mais pour faire de la bouteille, ça demande des investissements colossaux. Nous, d'ailleurs, si on regarde qui sont les anciennes entreprises Luxfer, ça a quasiment tout été des entreprises financées pendant des conflits qui ont permis d'avoir ce genre d'investissement-là pour au final faire un chiffre d'affaires ça se rentabilise quand vous achetez. Mais maintenant, il n'y a personne qui va acheter une presse, il n'y a aucune banque qui va vous dire je vais faire un investissement sur 100 ans, elle va vous dire amen. Donc aujourd'hui, il faudrait des financements, mais ça serait réalisable, mais ça coûterait trop cher. Donc la meilleure solution, pour moi qui est la seule, c'est la sauvegarde de notre outil de travail en l'état actuel, qui a d'ailleurs été payé en grosse partie quand on était national, du moins les machines les plus chères, et qui nous permettent aujourd'hui de vivre. On a une presse, elle a 23 ans, elle a été payée par l'État français, donc maintenant elle a 25 ans. 25 ans, elle n'a même pas un quart de sa vie. Donc 10 millions en équivalence, c'était en francs à l'époque, mais équivalence, ça va faire 10 millions d'euros. C'est foutu, 10 millions d'euros foutus à la poubelle, parce que ce n'est pas des machines, ils veulent pas les emmener en fait, ils veulent les casser pour éviter la concurrence. C'est même pas de la récup, ça ne va pas servir ailleurs, c'est vraiment la politique de la terre brûlée. Et pour revenir sur les brevets, c'est pas une problématique pour refaire des produits, quoi. D'accord, je vous remercie. Alors, moi, je n'ai plus de questions. Est-ce qu'il y aurait une alternative à la nationalisation? Ou est-ce que c'est la seule solution qui est envisagée? Alors, il y a une alternative, ça serait de convaincre Luxfer de vendre. Et les arguments juridiques là-dessus, il y en a, puisque Luxfer n'a rien fait dans les règles. Aujourd'hui, ce qui pose problème, puisque nous, on a lancé plusieurs procédures,
c'est que c'est des piqûres de moustiques pour Luxfer. Par contre, quand un État décide de faire valoir ce qui se passe sur son territoire, c'est pas la même. Là, ça coûte cher. On a vu ça Comme au on dit Japon toujours. avec un dirigeant d'entreprise française. Voilà, donc c'est là où ils ont les moyens juridiques, ils ont les moyens juridiques de pousser Luxfer à vendre. Est-ce que Et pour faire la, Luxfer, vous pourriez en faire la liste pour nous? je peux pas trop parce qu'il y a des négociations en D'accord. cours. Mais bon, ils ont les moyens de les faire plier. Ce qu'ils font, c'est inadmissible. Aujourd'hui, on prend l'Italie, il y a plein d'articles sur les problématiques qui ont été causées par les bouteilles d'oxygène. Ils vont en réquisitionner chez ceux qui sont morts, qui ont été renvoyés chez eux avec une bouteille qui sont morts. Ils vont les chercher en urgence parce qu'ils en ont plus, malgré qu'ils ont envoyé des tas de bouteilles en acier sur le marché. Parce qu'en plus, l'usine de bouteilles en acier, elle est là-bas. Donc aujourd'hui, ils ont du sang sur les mains, ils se vantent allègrement de continuer à faire flamber les prix, à prendre tout le monde à la gorge, ils augmentent leurs dividendes, ils augmentent leurs salaires, ils font des choses inadmissibles, complètement illégales. Ils ont voulu quand même détruire notre usine dans la plus parfaite illégalité. Ils ont voulu tout casser, foutre le feu et se barrer, parce qu'il y a quand même une intervention de l'Adréal là-dessus, parce qu'ils ne voulaient pas détruire proprement, ils voulaient tout casser n'importe comment. On était sur une nappe phréatique qui alimente le ruisseau de la ville, quoi. Et ils avaient prévu de tout casser, de verser des centaines de tonnes d'huile dedans. Donc on a intervenu pour empêcher la catastrophe écologique. C'est pareil, on a un site quand même qui est assez pollué, hein, il a 80 ans. Donc même si on pollue plus beaucoup, on avait quand même une ancienne activité de production de bactéricides et de pesticides. On a travaillé plusieurs métaux, donc forcément il y a pollution métaux, pollution hydrocarbures, solvants chlorés. À l'époque, on utilisait du triclo, enfin tout ce qui faisait plaisir à l'époque où la métallurgie, tout était permis. Et du coup, il y a cette partie-là qui doit être à la charge de Luxfer aussi. Et aujourd'hui, Luxfer, quand ils publient leur compte, ils disent qu'ils ne le provisionnent pas, c'est-à-dire qu'ils ne comptent pas le payer, et ils disent qu'ils n'auront plus de dépenses après 2020. Donc aujourd'hui, on a un groupe qui se comporte, qui fait que des choses illégales, abus de position dominante sur le marché, donc au niveau européen, qui ne respecte même pas les lois du capitalisme européen, abus de droits de propriété privée, puisque quand on abuse de son droit de propriété privée dans l'unique but de nuire au droit au travail, c'est illégal. Donc on ne respecte pas les droits fondamentaux français, quand même, qui sont le droit de la propriété privée. Il ne respecte pas les mesures environnementales. Il prévoit de laisser une pollution monstre à la collectivité. Aujourd'hui, on a un groupe qui fait que des choses illégales. Et les personnes qui ont le moyen d'intervenir, c'est justement l'État français. Est-ce que vous avez pris contact avec diverses associations de victimes du coronavirus qui auraient éventuellement eu à pâtir ou de manque de bouteilles d'oxygène ou de bouteilles d'oxygène défectueuses, pardon, pour en fait, utiliser ce levier-là sur la pression de la direction de Luxfer, par exemple, poursuite pour mise en danger de la vie d'autrui ou la problématique aujourd'hui, c'est surtout que pour éviter justement qu'il y ait des problèmes en France comparé à d'autres pays, ils utilisent les mesures dont je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils envoient massivement des produits qui vont être viables dans un premier temps, risqués pour certains, mais qui aujourd'hui, on est en train d'inonder et de payer avec l'argent du contribuable une masse de bouteilles qui n'est pas adaptée, qui va devoir être remplacée, qui va potentiellement être risquée. Alors les bouteilles des dérogatoires, là forcément, le risque il est immédiat. Les bouteilles acier, c'est sur du plus long terme. Donc aujourd'hui, on est quand même soutenu par nos collègues de l'USD, c'est les syndicats de la santé. Là-dessus, on a eu des contacts aussi avec un collectif qui travaillait normalement avec la DGA, puisque c'est la DGA qui s'occupe des approvisionnements et qui travaillait sur les tests Covid, donc qui ont interpellé la DGA pour leur dire qu'on faisait partie des entreprises stratégiques et donc leur comité d'experts disait que c'était un point stratégique et les risques étaient trop grands de laisser notre entreprise à l'arrêt. On a eu des contacts avec des médecins, c'était du Grand Aquitaine, sur les centres Covid-19 qui disaient justement qu'on leur imposait du matériel et notamment des bouteilles d'oxygène. Et en fait, ils se les ont fait réquisitionner pour les envoyer dans les hôpitaux dédiés.
Donc aujourd'hui, on a eu quand même plusieurs contacts avec des personnes qui nous ont indiqué leur problématique, même si pour l'instant, en France, en tout cas directement, parce que il y a des choses qu'on ne pense pas, mais quand on renvoie des gens chez eux et on leur dit, voilà, on n'a rien pour vous soigner, peut-être qu'une bouteille d'oxygène saurait changer la donne, quoi, puisque ça sert surtout à ça. Donc aujourd'hui, on n'a pas encore de contact direct avec des associations de victimes du Covid, mais on a eu des contacts avec des associations d'experts et de médecins avec qui on en a parlé. Ouais. Oui, parce qu'en fait, on a reçu notre premier webinaire, c'était avec un des avocats de l'association Corona Victimes. Et donc peut-être qu'on peut vous mettre en lien si ça vous intéresse. Ouais. Je n'ai pas d'autres interventions. Est-ce que vous pouvez nous faire une conclusion et puis nous en terminerons ici. Moi, c'est surtout essayer de mettre au grand jour ce qui se passe chez nous, c'est de faire comprendre quand même qu'aujourd'hui, c'est quand même open bar pour les actionnaires. Il y avait un point que je voulais aborder justement qui montre à quel point ils sont protégés. Aujourd'hui, il faut savoir que c'est ça qui est ironique quand même, c'est que c'est votre groupe, notre groupe au niveau mondial qui décide de fermer notre boîte. Ceux qui vont être inquiétés, ça ne va pas être notre groupe quand on va les attaquer. C'est l'entité française. Et pas de bol, elle ferme. Donc quand vous attaquez, quand vous devez facturer une dépollution, les mesures d'implant, la mesure d'implant social, c'est tout payé à la boîte française. Mais si la boîte française, elle est vide, donc nous, ils ont recapitalisé, mais si vous voulez, ils n'ont pas recapitalisé, ce n'est pas de l'argent qui va servir à ça, quoi. Donc aujourd'hui, c'est fictif en fait cette recapitalisation. Il n'y a pas d'argent, c'est-à-dire qu'en fait on va attaquer, c'est ça qui est fort, on va attaquer au prud'homme par exemple l'entité française, et si elle n'a pas les sous pour payer, on fera payer aux AGS. Les AGS, c'est l'argent du contribuable. C'est-à-dire qu'on va attaquer notre groupe qui derrière ne payera pas et fera facturer ça aux contribuables. C'est pour voir jusqu'où ça va, c'est qu'en plus même les budgets, ce qui budgétisent, ils ont des moyens de ne pas les payer, quoi. Et donc il y a des procédures, mais il faudrait être soutenu par l'État pour attaquer justement les groupes directement pour ce qu'on appelle responsabilité délictuelle, c'est-à-dire prouver que votre groupe était responsable du délit de ce qui s'est passé avec l'entité française. Vous faites ça dans un pays où c'est le Brexit. Nos actionnaires sont américains, c'est que des fonds de pension américains, c'est aussi pour ça que ça se passe comme ça. D'ailleurs, jusqu'à l'histoire du Covid, notre troisième actionnaire, c'était BlackRock, qui avait fait parler de lui, pas mal parler de lui, mais les autres, c'est aussi des fonds d'investissement. Donc aujourd'hui, aller attaquer une boîte dans des pays étrangers qui sont les États-Unis, l'Angleterre, où le process doit passer à moitié en France, à moitié en Angleterre. Je ne vous explique pas le truc. Donc, c'est pour voir tout ce qui a été mis en place. Et moi, ce qui m'a choqué, ce qui me choque depuis que je fais ce truc-là, c'est pas que les lois ont été supprimées, en fait. C'est qu'elles ont été détournées pour qu'elles ne valent plus rien. Avant, c'était quand même assez clair. Il y avait une loi, c'était comme ça, point barre. Non, ce gouvernement, il a laissé des lois qui sont un vrai gruyère pour permettre aux patrons d'avoir une boîte à outils et passer dans toutes les… Donc, vous n'avez pas le droit de licencier abusivement les gens, mais si vous le faites, pouf, il n'y a pas de problème. En plus, ça ne vous coûtera rien. Vous n'avez pas le droit d'abuser de ci, pouf, c'est pas grave, on vous laisse faire. Il y a un truc qui s'est passé chez nous, ça c'est fort. Vous signez un plan social, un plan sauvegarde de l'emploi, là, comme il l'appelle, plan de licenciement. Donc, il y a des mesures, un accompagnement. Vous devez faire des formations aux gars qui veulent en faire. S'ils veulent créer une entreprise, on leur donne un petit billet pour les aider. C'est ce qui a été négocié. Aujourd'hui, nous, notre direction, pendant 4 mois, elle a refusé de le respecter. Qu'est-ce qu'il y a pour arrêter ça? Nous, devant les représentants de l'État, notre direction a dit on le fait exprès pour donner une leçon de vie aux ex-salariés. Et après, oui, ils sont allés les provoquer sur leur poste de il y a des anciens cadres dirigeants qui sont venus provoquer les gars pendant des entretiens d'embauche collectif après leur licenciement. Donc, qu'est-ce qu'il y a pour arrêter ça? Il n'y a rien, vous faites pareil, une procédure, et dans 2-3 ans, on dira ouais, c'est dommage, ils n'avaient pas le droit de faire. Non seulement vous avez foutu dehors abusivement, donc non seulement tout ça, non seulement ils faussent toute la concurrence, ils vont nous faire payer à nous, parce que nos produits, c'est quand même le contribuable qui le paye à la fin.
Et on a laissé un vrai gruyère pour… Donc moi, quand j'écoute le jour d'après, qu'est-ce qui va passer le jour d'après, je pense qu'il va falloir qu'on tape fort pour faire bouger les lignes, parce qu'actuellement, il y a beau avoir des beaux discours à la télé, il n'y a rien qui se passe à l'extérieur. Comment vous expliquer, parce qu'aujourd'hui on parle de nous, mais il n'y a pas que nous, la sucrerie de Bourdon, MSD, General Electric, il y a Michelin, La Roche-sur-Yon, Cargill, c'est que des entreprises qui sont encore, où il y a des plans de licenciement sur les boîtes bénéficiaires qui ont démarré avant le plan et qui continuent après le Covid. Ils sont juste suspendus. Et on appelle ça la reconquête industrielle, il faut relocaliser. Mais comment vous pouvez expliquer aux Français que vous voulez relocaliser quand vous laissez fermer toutes les grandes entreprises françaises bénéficiaires et en plus ne rien leur faire payer? Parce que ce serait avec des intérêts. Moi j'y comprendrais pas quand même. Mais il dirait oui, il y a lui qui dit j'en vire 500 parce que sinon j'en vire 2000 de l'autre côté. Mais une boîte comme nous, il n'y a plus une entité en Europe. Comment vous expliquez qu'elle est encore protégée? Comment ça se fait que l'État français est toujours en train de couver une multinationale qui n'a plus un seul actif en Europe et qui s'amuse à faire ce qu'il est en train de faire? Parce qu'on dirait qu'il y aurait des avantages, on part en Chine, on le fait moins cher. Mais là, on part en Angleterre pour le faire plus cher. Il n'y a plus aucun sens quand on parle de demain, qu'il va falloir relocaliser. Moi, je les écoute, tous les grands discours à la télé, mais j'attends concrètement qu'il y ait des actes. Aujourd'hui, nous, d'accord, ils ont pris en main notre dossier, ils ont entamé une négociation avec Luxfer. J'attends de voir l'aboutissement. Ce n'est pas la première fois. J'ose espérer, et je croise les doigts parce que je suis quelqu'un de profondément optimiste, que ça va déboucher sur quelque chose, sinon on ne se battrait pas de toute façon depuis 18 mois. Et j'ose espérer qu'ils vont arriver à faire quelque chose de notre entreprise et la relancer. Ça donnerait un souffle d'espoir, mais il faut quand même regarder. Il ne faudra pas fermer les yeux sur tout ce qui se passe à côté et tous les autres qui sont en train de passer sur le carreau. Parce que nous, c'est 136, mais il y en a d'autres, c'est 1900, d'autres 2000, 2500. Et c'est assez catastrophique. Donc je pense qu'il va falloir être très vigilant sur les actions qu'ils mettront derrière leur discours. Je vous remercie. Je vous lis deux commentaires. Donc, merci pour ce témoignage et bon courage dans votre lutte. Et bravo un autre commentaire, bravo de dénoncer l'hypocrisie de nos dirigeants politiques. Donc, je vous remercie beaucoup d'être intervenu ce soir. Ça nous a éclairé sur la manière dont les choses se sont passées dans cette entreprise. Je vous remercie beaucoup, c'est tout à fait édifiant, puis c'est un exemple, hélas, qui résume en lui-même toutes les autres situations qu'on a pu voir et la mainmise en fait de la finance sur les outils industriels et dans une certaine mesure une complicité, au moins par inaction, par latence ou inertie de la part de notre gouvernement. Donc je vous remercie beaucoup pour ce soir. Notre prochain rendez-vous, ce sera le 11 mai. On fera un webinaire sur le déconfinement à l'école, premier bilan de la première journée, et avec Nicolas Glière, qui est enseignant et qui est un des animateurs des Stylos Rouges. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.